Bonjour et bienvenue pour un nouveau journal. Nous sommes le 27 mars 2016. Commençons. Le 22 mars, nous commençons tout de suite avec une mauvaise nouvelle. Vous le savez sûrement, un attentat a encore frappé l'Europe. Cette fois-ci, il s'agit de Bruxelles. Comme je l'ai annoncé sur Twitter, je ferai une émission spéciale sur les attentats de Bruxelles. Aujourd'hui, nous n'allons nous occuper que des faits. Tout a commencé à 7 heures du matin. Des tirs ont été entendus dans le hall des départs de l'aéroport international de Zaventem. Puis 2 explosions ont retenti près de la zone d'enregistrement vers les États-Unis. Moins d'une heure après, vers 8 heures, une explosion a soufflé une rame de métro de Malbec, à 300 mètres de la Commission européenne. Je ferai une conclusion dans la vidéo dédiée à ces attentats. Je souhaite un bon rétablissement aux blessés et aux familles des victimes. Le 23 mars, on apprend que désormais, la Commission européenne sera obligée de consulter les autorités américaines avant d'adopter de nouvelles propositions législatives à la suite de la mise en vigueur de l'accord avec les États-Unis sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP, selon un document divulgué. Un document divulgué, obtenu par le groupe d'action indépendant Corporate Europe Observatory, CEO, au cours des négociations entre l'UE et les États-Unis sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, TTIP, a révélé qu'une commission non élue sera mise en place. Elle aura le pouvoir de décider dans quel domaine une coopération avec Washington devrait avoir lieu, en écartant ainsi les États membres de l'UE et le Parlement européen, rapporte le quotidien britannique indépendant. L'objectif principal du TTIP est d'harmoniser les règles transatlantiques dans un éventail de domaines, y compris la sécurité alimentaire et les produits de consommation, la protection de l'environnement ainsi que les services financiers et bancaires. Le document divulgué concerne le chapitre coopération réglementaire des négociations, qui, selon l'Union européenne, se traduira par réduire les formalités administratives pour les entreprises de l'UE sans renier leurs droits. Toutefois, le document démontre un labyrinthe de procédures qui pourrait ligoter toutes les propositions de l'UE qui vont à l'encontre des intérêts des États-Unis, estime le groupe d'action. Selon les procédures révélées par le document, les autorités réglementaires américaines auront un rôle discutable dans le processus législatif de Bruxelles et affaibliront ainsi le Parlement européen. La détermination de l'UE et des États-Unis de mettre les grandes entreprises au cœur des processus de prise de décision est une menace directe faite aux principes démocratiques. Ce document montre comment la coopération réglementaire du TTIP facilitera l'influence des grandes entreprises ainsi que l'influence des États-Unis sur le processus législatif avant qu'une proposition ne soit même présentée au Parlement, a déclaré Kenneth Tarr, analyste de CEO. Nick Dearden, directeur du groupe d'action britannique Global Justice Now, affirme que c'est effrayant que les États-Unis puissent obtenir le pouvoir de contester et de modifier les règlements européens avant que les politiciens européens aient l'occasion d'en discuter. Nous parlons de la souveraineté actuelle dans ce pays, le Royaume-Uni. Il est difficile d'imaginer une menace plus grave à notre souveraineté que cet accord commercial, a-t-il indiqué. TTIP, TAFTA ou encore traité transatlantique, 3 noms pour un même projet, qui doit abolir tous les obstacles aux échanges de chaque côté de l'Atlantique. Depuis le lancement des négociations sur cet accord, une coalition d'ONG et de partis politiques européens dénonce l'opacité qui entoure l'accord. Sur le TTIP, il est effectivement discuté dans le plus grand secret, loin des médias et des citoyens. Le 24 mars, on apprend que la Banque centrale du Bangladesh compte déposer une plainte contre la Fed, la banque fédérale américaine, pour vol de 100 millions de dollars. Selon un rapport vu par Reuters, la banque prépare le terrain pour faire une réclamation légitime pour la perte de fonds contre la Fed de New York à travers un processus juridique. La Banque du Bangladesh a critiqué la Fed de New York dans cet incident, en disant qu'elle a permis à 5 des 35 instructions de paiement frauduleux de passer. Nous considérons cela comme une erreur grave, a déclaré la banque, qui a déjà engagé un avocat américain. La Fed de New York, qui détient les comptes d'environ 250 banques centrales et gouvernements étrangers, a déclaré que les paiements ont été effectués d'une manière classique et qu'il n'y avait aucune preuve que ces systèmes ont été compromis. Le piratage informatique du mois dernier à l'encontre de la Banque du Bangladesh est devenu l'un des plus grands cybervols de l'histoire. Les voleurs avaient tenté de voler environ 1 milliard de dollars, et avaient seulement réussi à voler 100 millions de dollars. Un transfert de 20 millions de dollars a ensuite été stoppé par une banque au Sri Lanka à la demande de la Banque centrale du Bangladesh. Une partie de l'argent volé avait été transférée dans les casinos aux Philippines. Le 25 mars, on apprend que 10 000 calamars, 330 baleines, mais aussi des pélicans, des pingouins et des dauphins ont été retrouvés morts sur les côtes du Chili ces dernières semaines. Le plus inquiétant à ce jour est que la communauté scientifique ne s'explique pas, laissant même planer un doute sur un prochain séisme dévastateur.
Il semblerait effectivement que nous soyons en présence d'un étrange phénomène magnétique qui ferait perdre le nord à de multiples espèces maritimes. Sur cette alarmante idée, précurseur ou non d'un énorme mouvement géologique, les autorités locales entretiennent le mystère, si bien que désormais, la population très inquiète a décidé de partager leurs angoisses. Souvenez-vous des accusations faites par le ministère de la Défense russe sur le financement de l'EI par la Turquie. Eh bien, le 25 mars, on apprend que de nouveaux documents accablent la Turquie. Parmi les documents confisqués suite à la libération de la ville syrienne d'Al-Shaddadi figurent des passeports et cartes d'identité de combattants de DEC issus de plusieurs pays dont la Libye, la Tunisie, Bahreïn et le Kazakhstan. Ces passeports portent des cachets d'entrée en Turquie. Les détenteurs de ces passeports, des hommes, mais aussi des femmes seraient déjà morts, d'après les Kurdes. Chaque combattant de Daesh se voit privé de ses papiers d'identité quand il rejoint les terroristes. Il reçoit en échange des brochures de propagande. Les journalistes de RT ont notamment découvert un ouvrage intitulé Moyens de lutte idéal contre le régime criminel d'Assad dans un bureau de Daesh. Fait curieux, le livre a été publié par une maison d'édition turque d'Istanbul, qui a même une page sur Facebook. Les documents qui s'affichent actuellement témoignent de la vente du pétrole de l'EI à la Turquie. D'après des documents de Daesh, dont RT est en possession et qui portent sur la vente de pétrole en janvier 2016, des conducteurs de camions-citernes achetaient du pétrole de l'EI à un prix variant entre 12 et 26 $ le baril. Il s'agit de pétrole provenant de plusieurs gisements. Rien que le 23 janvier, Daesh a vendu 383 barils de pétrole du champ pétrolier de Kabiba pour 4 979 $, 13 $ le baril. Les documents sont signés par le département du pétrole et du gaz du ministère des Ressources naturelles de l'État islamique. Il serait vraiment naïf de reporter la faute uniquement sur la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN et c'est sous les ordres de l'OTAN, qui est une organisation criminelle de la Kabylie, tout comme l'eunuque Erdogan a reçu l'ordre de laisser passer les combattants de Daesh. Avec la compensation du pétrole volé. Mais ceci est bien plus qu'une simple histoire de pétrole volé. C'est une volonté de déstabilisation des pays, dont les présidents ne sont pas encore sous contrôle de la Kabylie. Comme c'était le cas en Irak, en Libye et en Syrie. Erdogan est juste un pantin et il sera sacrifié par la Kabylie le moment voulu pour ne pas qu'on puisse remonter à ses maîtres. Erdogan est un homme mort en sursis. Il sera abattu d'une façon ou d'une autre soit par la Russie, soit par son propre peuple qui est lui aussi en train de se réveiller, soit par la Kabylie qui a pour coutume d'utiliser ses pions et de les jeter le moment venu. C'est ici que ce journal se termine. Ne ratez pas l'émission spéciale, qui devrait sortir la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau journal.